Vous ne pouvez pas imaginer à quel point il est dangereux d'être fort face à un narcissique. Oui, dangereux, car il arrive un moment dans votre évolution où vous ne représentez plus seulement une menace pour leur contrôle, vous représentez l'effondrement de toute l'illusion qui soutient leur ego. Et lorsque ce moment arrive, il ne recule pas, il contre-attaque. Ce que Carl Jung a découvert à propos de cette phase finale est quelque chose que peu de psychologues osent dire à voix haute, parce que c'est sombre, c'est inconfortable, et surtout, c'est vrai. La vérité est que le narcissique ne craint pas de perdre la relation, il ne craint pas d'être exposé, il ne craint même pas l'abandon. Ce qu'il craint le plus, c'est que vous deveniez émotionnellement inaccessible à son jeu. Que vous vous réveillez, que vous voyez, car pour le narcissique, le lien n'a jamais été amoureux. Il a toujours été fonctionnel. Vous existiez pour combler un vide, pour nourrir quelque chose, pour l'empêcher de se regarder en face. Et maintenant que vous avez cessé de supplier pour obtenir des réponses, maintenant que vous vous reconstruisez, maintenant que vous commencez à réaliser la valeur d'être entier, sans dépendre de personne, vous êtes devenu, sans le savoir, le miroir le plus cruel qu'il ait jamais regardé. Carl Jung disait que l'ego gonflé du narcissique n'est pas une force, mais une compensation. C'est une armure, un masque conçu pour cacher un noyau vide qu'il n'a jamais eu le courage d'affronter. Et chaque fois que vous évoluez, que vous vous renforcez, que vous établissez des limites, le narcissique ne voit pas seulement quelqu'un qui change. Il voit un avertissement, une alarme interne qui dit « j'ai perdu le contrôle ». Et c'est à ce moment-là que le jeu commence vraiment. Jung appelait ce moment la crise de renversement du pouvoir. C'est lorsque le narcissique se rend compte que celui qui était auparavant soumis est désormais souverain, pas sur lui, mais sur lui-même. Et cette liberté, cette force silencieuse que vous dégagez, est intolérable pour lui, car elle révèle tout ce qu'il a essayé de cacher. La faiblesse, la fausseté, la dépendance émotionnelle déguisée en autorité. Et si vous pensez que cela le fera disparaître de votre vie, détrompez-vous. Le narcissique utilisera tout ce qu'il sait sur vous. Il vous testera. Il étudiera vos silences. Il flairera chaque faille, chaque trace de nostalgie, chaque moment où vous hésitez. Car pour lui, votre force n'est pas quelque chose d'admirable, c'est un obstacle. Et il va essayer de la démolir. Mais il ne le fera pas de la manière dont vous vous y attendez. Il ne criera pas, il ne se débattra pas, du moins, pas au début. Il sera subtil, et c'est là que réside le danger. Avez-vous déjà remarqué que certains narcissiques deviennent doux lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de vous perdre, qu'ils ressortent des souvenirs, des compliments, des messages inattendus, comme s'ils voyaient soudainement qui vous êtes? Jung nous a mis en garde. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la survie émotionnelle. C'est l'ego qui se tord pour ne pas mourir. Le narcissique a besoin de votre retour comme une plante a besoin du soleil, non pas parce qu'il vous aime, mais parce que sans votre reflet, il disparaît à l'intérieur de lui-même. Et si vous résistez, il n'abandonne pas, il passe à la vitesse supérieure. D'abord vient la victimisation, puis la culpabilité, et enfin la dernière arme, la plus sale, la plus efficace, mais celle-ci n'est pas encore arrivée. Avant cela, Jung nous invite à comprendre quelque chose de crucial, le mécanisme de projection. Pour le narcissique, votre force n'est pas seulement dangereuse, elle est inconcevable. Il a besoin de croire que vous avez tort d'avoir raison, que vous êtes égoïste de vous protéger, que vous êtes cruel de vous éloigner. Et c'est pour cela qu'il va projeter. Il va essayer de vous transférer tous les aspects de lui-même
qu'il refuse de voir. Il vous traitera de manipulateur, d'ingrat, d'arrogant. Et vous, si vous n'en êtes pas conscient, vous commencerez à douter de votre propre évolution. Vous vous demanderez si vous n'êtes pas trop dur, trop froid, trop impitoyable. Et c'est là que le cycle peut recommencer. Par une simple excuse qui ne résout rien, par une invitation à discuter en adulte, par une tentative de rapprochement qui semble mûre, mais qui est calculée. Jung disait que la projection est l'un des mécanismes les plus insidieux de la psyché humaine, parce qu'elle transforme l'autre en dépôt de ce que nous ne supportons pas d'admettre en nous-mêmes. Et avec le narcissique, cette dynamique est élevée au rang d'art. Mais maintenant, pour la première fois, vous voyez, vous reliez les points, vous réalisez que la colère qu'il projette est la peur qu'il n'admet pas, que la critique qu'il fait est le reflet de l'admiration qu'il ne supporte pas de ressentir. Et plus encore, que son obsession à vous déstabiliser n'est que la preuve de votre stabilité. La question qui reste alors est: que fera-t-il lorsqu'il se rendra compte que rien de tout cela ne fonctionne plus, quand vous ne répondrez plus à ses provocations, quand vous ne courez plus aux premiers signes de manque, quand vous ne serez enfin plus ébranlé? La réponse arrive, et elle n'est pas belle, car selon Carl Jung, lorsque le narcissique comprend qu'il a perdu le contrôle extérieur, il tente de manipuler son monde intérieur. Et pour cela, il va s'attaquer précisément à ce que vous aimez le plus en vous-même. Mais cela, nous le verrons dans la prochaine partie. Vous souvenez-vous du moment exact où vous avez cessé de vous excuser d'être qui vous êtes? Ce n'était peu être pas un moment précis. C'était peu être une accumulation silencieuse de petites douleurs, d'humiliations déguisées en conseils, d'étreintes qui avaient toujours un prix. Un jour, vous en avez simplement eu assez. Vous en avez eu assez d'essayer de plaire à ceux qui ne vous ont jamais vraiment vu. Vous en avez eu assez de moduler votre ton pour ne pas paraître trop. Vous en avez eu assez de sourire quand vous aviez envie de pleurer, de vous expliquer, de vous justifier, de vous plier en deux pour vous adapter à une relation où seul un côté comptait. Et cette fatigue, bien qu'épuisante, a été le signe de la naissance de votre force. Carl Jung disait que le processus d'individuation, le chemin qui nous mène à la plénitude, commence lorsque nous cessons de suivre le scénario que les autres ont écrit pour nous. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez commencé à dire non. Au début, avec culpabilité, puis avec fermeté, et enfin avec sérénité. Vous avez commencé à fixer des limites, petites, presque imperceptibles pour ceux qui regardèrent de l'extérieur, mais immenses pour ceux qui vivaient emprisonnés à l'intérieur. Et c'est là que quelque chose a changé, pas seulement en vous, mais aussi chez l'autre. Surtout si cet autre était quelqu'un de narcissique, car le narcissique ne voit pas les limites comme des signes de maturité. Il les considère comme des insultes personnelles, comme des trahisons. Après tout, dans son monde intérieur, vous n'êtes pas une personne. Vous êtes une extension, un bras émotionnel qu'il utilise lorsqu'il a besoin d'affection, une jambe qui marche dans la direction qu'il choisit, un cœur qui bat au rythme qu'il dicte. Et lorsque cette extension commence à bouger toute seule, le système s'effondre. Au début, il essaie de revenir en arrière avec charme, puis avec culpabilité, et ensuite avec des critiques. Mais lorsque rien de tout cela ne fonctionne, il passe à la deuxième étape de la guerre silencieuse, attaquer précisément ce qui vous a rendu plus fort. Carl Jung a identifié ce phénomène comme le shaming de la force, la tentative de renverser le sens de votre évolution pour que vous vous sentiez à nouveau petit. Et peu, avez-vous vécu cela
sans le nommer. Vous avez commencé à dire non, et on vous a dit que vous étiez froid. Vous avez commencé à vous donner la priorité, et on vous a dit que vous étiez devenu égoïste. Vous avez commencé à vous exprimer clairement, et on vous a accusé d'être agressif. Vous avez arrêté de courir après les autres, et on a interprété cela comme de l'arrogance. Remarquez la subtilité. Avant, vous étiez accusé de vos faiblesses. Maintenant, vous êtes condamné pour vos réussites. Car pour le narcissique, votre état émotionnel n'a aucune importance. Tout ce qui compte, c'est que vous soyez sous son contrôle. Et lorsque ce n'est pas le cas, il doit saper vos fondations, vous amener à remettre en question vos victoires, vos choix, votre courage. Et cette manipulation ne se manifeste pas par des cris, elle se traduit par des phrases apparemment innocentes, mais chargées de venin. Vous n'étiez pas comme ça avant. La personne douce que vous étiez me manque. Depuis que vous vous êtes lancé dans cette histoire de connaissance de soi, il est devenu impossible de vivre avec vous. Ces phrases ne sont pas des critiques, ce sont des outils de retour. Ce sont des tentatives pour vous faire douter de votre intégrité, afin que vous redeveniez docile, malléable, domesticable. Et c'est là qu'intervient une douleur que seuls ceux qui ont déjà essayé de se libérer d'une relation toxique peuvent comprendre, la solitude qui accompagne la liberté. Car la liberté n'apporte pas seulement un soulagement, elle apporte des pertes. Vous perdez le sentiment d'appartenance qui venait auparavant avec le sacrifice de soi. Vous perdez le sentiment illusoire, mais réconfortant, qu'au moins quelqu'un voulait vous avoir près de lui, même si c'était pour vous utiliser. Et ce vide momentané est l'espace où le doute germe. Est-ce que j'exagère? Ai-je trop changé? Suis-je devenu quelqu'un que personne ne reconnaît plus? C'est dans cette brèche que le narcissique tente de se réinsérer, et pas avec violence, mais avec insinuation. Avec ce « salut, ça fait longtemps » qui arrive juste le jour où vous êtes le plus vulnérable. Avec ce souvenir partagé sur les réseaux sociaux d'un moment agréable, soigneusement choisi pour détourner votre attention de ce qui vous a vraiment blessé. Avec cette demande d'aide, juste cette fois, Carl Jung disait que l'inconscient collectif est comme une rivière souterraine où toutes les peurs et tous les schémas se connectent. Et le narcissique, bien qu'inconsciemment, sait naviguer sur cette rivière avec maestria. Il sait où se trouvent les raccourcis de votre culpabilité. Il sait où réside votre besoin d'approbation. Il sait que, malgré toute votre force récente, il y a en vous un enfant qui veut toujours être accepté. Et c'est à cette partie de vous-même qu'il s'adresse. Il ne dialogue pas avec votre adulte conscient. Il parle à votre passé, à votre vide affectif, à cette version ancienne et en manque d'amour de vous-même qui apprend encore à guérir. C'est pourquoi parfois nous rechutons, non pas parce que nous le voulons, mais parce que, pendant un instant, nous avons oublié qui nous sommes devenus, car entendre quelqu'un vous dire que vous avez changé réveille, au fond de vous, une question à laquelle vous n'avez pas encore complètement répondu. Ai-je vraiment le droit d'être qui je suis maintenant? Et la réponse est oui. Oui, vous l'avez. Vous avez le droit d'être ferme, sans être cruel, d'être clair, sans être coupable, d'être libre, sans avoir à vous expliquer. Vous avez le droit de ne pas retourner dans cet enfer émotionnel, simplement parce que quelqu'un vous y appelle encore. Mon amour, vous n'êtes pas radical, vous êtes entier, et l'intégrité, pour ceux qui sont habitués aux fragments, semblera toujours excessive. Carl Jung a dit « L'arbre qui pousse vers le ciel doit étendre ses racines jusqu'en enfer. » Vous avez déjà connu l'enfer émotionnel. Vous vous êtes déjà plongé dans des relations qui vous ont déchiré.
Vous avez déjà pardonné l'impardonnable. Vous vous êtes déjà humilié pour un rien. Vous vous êtes déjà perdu pour essayer d'être aimé. Maintenant, il est temps de grandir avec des racines. Et cela dérange. Cela dérange ceux qui vous ont connu faible et qui vous voient maintenant lucide. Cela dérange ceux qui se nourrissaient de votre confusion et qui trouvent maintenant la clarté. Cela dérange ceux qui pensaient avoir toujours accès à votre cœur, même après l'avoir brisé plus d'une fois. Et vous n'avez pas à vous excuser pour cela. Vous n'avez pas besoin de vous rabaisser pour rentrer à nouveau là où il n'y a plus de place pour vous. Vous n'avez pas besoin de redevenir accessible à ceux qui ne veulent de vous que lorsqu'ils ont besoin de vous. Vous n'avez pas besoin de répondre aux messages qui n'arrivent que lorsque vous allez visiblement bien. Votre force n'est pas agressive, elle est sacrée. Et la protéger est un acte d'amour. Pour vous-même et pour tous les vous qui sont venus avant et qui n'ont pas eu la chance d'être libres, ils vous traitent de froid. Vous cessez simplement de brûler à l'intérieur pour réchauffer ceux qui ne vous ont jamais offert de chaleur en retour. Ils disent que vous avez changé. Vous vous êtes simplement libéré d'un rôle qui n'a jamais été le vôtre. Ils disent que vous vous croyez supérieur. Vous avez simplement cessé de vous traiter comme quelqu'un d'inférieur. Et maintenant, vous êtes à un carrefour émotionnel que peu de gens ont le courage d'affronter. Soit vous continuez à porter les morceaux des autres tout en vous effondrant, soit vous abandonnez ce fardeau, assumez votre vérité et affrontez la douleur d'être mal compris. Mais sachez-le, cette douleur passe. Ce qui ne passe pas, c'est la douleur de s'abandonner, et vous l'avez fait pendant trop longtemps. Il est maintenant temps de revenir à vous-même, en silence, avec dignité, avec votre âme, car votre force est la plus grande offense pour ceux qui ne savaient vous traiter que lorsque vous étiez faible. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous regrettez ceux qui vous ont fait du mal? Ce n'est pas logique, cela n'a pas de sens, mais cela arrive. Parfois, dans le silence entre un message ignoré et une bonne nuit de sommeil, vient ce souvenir subtil, presque doux, d'un moment qui semble agréable, un rire partagé, une blague idiote, un geste d'affection, et soudain, le cerveau, ou serait-ce le cœur, commence à peindre de couleurs douces ce qui était en réalité un champ de bataille. Et c'est là que le narcissique réapparaît. Pas physiquement peu, être, mais émotionnellement, spirituellement, invisiblement. Carl Jung appelait cela un voyage psychique dans le passé, un mécanisme de défense de l'ego qui tente de récupérer ce qui est connu, même si c'est destructeur, en échange d'un faux sentiment de sécurité. Et les narcissiques, ils maîtrisent cet art. Quand ils ont compris que la force ne vous a pas brisé, que la culpabilité ne vous a pas réduite au silence, et que la critique ne vous a pas fait revenir, ils passent à une stratégie encore plus dangereuse. Manipuler la mémoire. Ils n'attaquent plus votre douleur. Ils exploitent votre nostalgie. Mais pas n'importe quelle nostalgie, celle soigneusement éditée, où seuls apparaissent les moments où ils étaient bons, aimants, intenses. Avez-vous déjà remarqué qu'ils savent toujours quoi se rappeler? Vous vous souvenez de cette nuit où nous avons tellement ri dans la voiture? Vous étiez si spontané, cela vous manque. Je voudrais juste que nous redevenions comme avant. Mais qu'est-ce que c'est avant, exactement? Avant que vous ne guérissiez, avant que vous ne disiez non, avant que vous ne découvriez que cet amour était en réalité du contrôle enveloppé d'émotions, Jung nous montre que le narcissique ne ressent pas votre absence. Il regrette l'accès qu'il avait à vous. Et c'est une vérité difficile à accepter. Il est difficile d'admettre que quelqu'un qui semblait si impliqué, si connecté, était en réalité simplement attaché à la version de vous la plus manipulable.
mais c'est ce qui perturbe le plus l'esprit de ceux qui essaient de briser ce cycle. Le manque est réel, mais la raison de ce manque ne l'est pas toujours. Combien de fois avez-vous ressenti le manque de quelque chose? Mais lorsque cela est revenu, vous avez ressenti un poids sur la poitrine, un malaise étrange, presque comme si votre corps disait non, alors que votre mémoire disait oui. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la conscience. Votre corps le sait, votre âme le sait, mais le narcissique ne veut pas que vous l'entendiez. C'est pourquoi il va essayer ce que Jung appelait l'alignement émotionnel artificiel. C'est comme s'il se mettait soudainement à parler votre langue. Il mentionne des livres que vous avez lus, utilise des expressions que vous avez dites, montre de la compréhension pour des souffrances qu'il ignorait auparavant. Tout est soigneusement mis en place pour créer l'illusion d'une réunion. Mais ce que vous retrouvez là, ce n'est pas l'amour, c'est un contrôle déguisé, et c'est là que réside toute la subtilité. Le narcissique n'est pas toujours pleinement conscient de ce qu'il fait. Dans de nombreux cas, il croit vraiment qu'il a la nostalgie de vous, qu'il a changé, qu'il a évolué. Mais selon Jung, l'inconscient est plus stratégique que l'ego ne veut bien l'admettre. Le narcissique ne veut pas vous dominer consciemment. Il veut effacer votre autonomie inconsciemment. Et il sait que le chemin le plus court pour y parvenir est de vous faire regretter votre prison. Et vous, avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà vécu le paradoxe de vous souvenir avec tendresse de quelqu'un qui vous a fait du mal? Si vous le souhaitez, partagez votre expérience dans les commentaires. Vous n'avez pas besoin de tout raconter. Dites simplement « J'ai regretté la prison ». Quelqu'un comprendra, et être que ce sera un début. C'est une façon de montrer que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des milliers de personnes qui traversent le même couloir émotionnel entre ce qui a été et ce qui ne peut plus être. Le plus cruel dans cette manipulation, c'est qu'elle est subtile. Elle vient avec une voix douce. Un « Comment allez-vous » Un « Dimanche quelconque » une chanson envoyée. Un « Je suis passé devant cet endroit et j'ai pensé à vous ». Et l'esprit, qui est encore en train de guérir, répond « Est-ce que cette fois-ci sera différente ?» Mais ensuite, vous vous arrêtez, vous respirez, et vous vous souvenez de tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez pleuré en cachette pour ne pas avoir à expliquer la douleur que personne ne voyait de l'extérieur. Et là, vous comprenez, le souvenir est réel, mais l'affection n'a être jamais existé. Carl Jung disait que les souvenirs ont la capacité de nous tromper avec une version éditée de la réalité. Mais le corps garde la vérité que l'esprit tente d'oublier. Si vous avez besoin d'un test, faites ceci. Pensez aux bons moments que vous avez vécus avec cette personne. Ressentez-les. Approfondissez-les. Laissez-vous aller. Et ensuite, avec une honnêteté radicale, demandez-vous combien de ces moments étaient sans contrepartie, combien étaient dénués de contrepartie émotionnelle, combien étaient simplement de l'affection et non d'un investissement manipulateur. La plupart du temps, la réponse vient avec une boule dans la gorge, car ce qui semblait être de l'amour était un besoin de domination, et l'absence actuelle n'est pas un véritable manque, c'est l'abstinence de contrôle. Vous ne manquez pas l'autre, vous manquez la partie de vous-même qui ne savait pas encore qu'elle méritait mieux. Et cette partie est en train de se réveiller. Elle apprend que le manque n'est pas une raison suffisante pour revenir, que se souvenir avec tendresse n'est pas une justification pour revivre dans la douleur. Elle apprend que la liberté au début est solitaire, mais qu'elle se transforme rapidement en dignité. Et la dignité n'est pas négociable. Le narcissique peut essayer de déformer votre histoire.
mais il ne pourra jamais effacer ce que vous savez maintenant. Et que savez-vous? Vous savez que vous méritez la paix. Vous savez que votre force n'a plus besoin d'être punie. Vous savez que le véritable amour ne s'accompagne pas de chantage émotionnel. Vous savez que quelqu'un qui vous aime vraiment ne vous mettrait jamais dans la position de choisir entre votre liberté et sa présence. Et peut être plus important encore, vous savez que cette nostalgie qui vous envahit de temps en temps n'est pas un signe que vous devez revenir. C'est juste un rappel du chemin que vous avez déjà parcouru. Alors, quand elle viendra, accueillez-la, respirez et continuez, car le passé vous appellera toujours. Mais maintenant, vous avez appris à ne pas répondre. Il y a un moment dans le jeu émotionnel du narcissique où tout semble trop calme. Vous pensez avoir gagné, que vous vous êtes enfin éloigné, que vous pouvez maintenant respirer sans ressentir cette oppression dans la poitrine, sans attendre la prochaine critique déguisée en conseil, la prochaine attaque suivie d'une étreinte, la prochaine demande qui arrive comme une marque d'affection, mais qui cache une exigence tacite. Vous allez bien, vous êtes en paix, vous êtes fort, et c'est exactement là que le véritable coup commence. Carl Jung avertissait que le narcissique n'abandonne pas lorsqu'il perd le contrôle. Il se réinvente. Et le stade le plus dangereux de la manipulation n'est pas le cri, ni le scandale, ni même la séduction déguisée en nostalgie. C'est la vulnérabilité fabriquée. Imaginez ceci. Vous reprenez votre vie en main, vous commencez à mieux dormir. Votre routine est plus légère. Peut être même qu'un nouveau projet ou un nouvel amour a fait son apparition et soudain un message. Je traverse une période très difficile. Je ne sais plus à qui faire confiance. Pour la plupart des gens, cette phrase passerait inaperçue, mais pour ceux qui ont été conditionnés pendant des années à prendre soin des autres en échange de miettes émotionnelles, elle déclenche quelque chose de profond, une culpabilité ancestrale, une obligation invisible, un réflexe conditionné, je dois aider. Et c'est là que beaucoup tombent dans le piège. Des études récentes sur les relations abusives montrent que 78% des victimes qui retournent vivre avec des narcissiques le font après que l'agresseur a fait état d'un moment de fragilité, perte d'emploi, maladie dans la famille, crise de santé mentale. La douleur exprimée fonctionne comme un mot de passe émotionnel pour ouvrir des portes qui devraient rester fermées. Mais que faire si la douleur est réelle? Voici la question qui désarme même les plus conscients. A-t-il vraiment changé? A-t-il vraiment besoin de moi? Suis-je en train d'être cruel? Carl Jung nous rappelle que tout ce qui est vrai n'est pas nécessairement légitime. Le narcissique peut effectivement souffrir. Il peut effectivement traverser une crise réelle. Mais le point ici n'est pas l'authenticité de la souffrance. C'est l'intention derrière le partage. Jung disait « La manipulation la plus subtile est celle qui se cache derrière un besoin légitime. » Et le narcissique a appris à s'en servir avec brio. Il ne vous cherche pas quand il a de bonnes nouvelles. Il ne vous écrit pas pour vous dire qu'il a surmonté une peur ou construit quelque chose de nouveau. Il vous cherche quand il a besoin de vous, fragile, quand il a plus besoin de votre compassion que de votre force, parce qu'il sait qu'en vous plaçant dans le rôle de soignant, il touche votre point faible, la peur d'être insensible. Et peut-être avez-vous grandi en entendant qu'il fallait toujours être gentil, aider ceux qui en ont besoin, ne pas tourner le dos à ceux qui vous ont tendu la main un jour. Peut-être portez-vous en vous une éthique relationnelle qui dit « Si je peux soulager la douleur de quelqu'un, je dois le faire ». Mais Jung renverse cela avec une précision chirurgicale. Il dit « Toute aide n'est pas bonne à prendre.
Parfois c'est une prison émotionnelle déguisée en vertu. Et si cela vous résonne, c'est parce que cela vous est déjà arrivé. Vous avez dit oui même si vous étiez épuisé. Vous avez répondu même si vous saviez que cela vous ferait du mal. Vous vous êtes approché même si une petite voix intérieure vous disait de prendre vos distances. Et tout cela pourquoi? Parce qu'il semblait détruit, fragile, perdu. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Vous êtes le seul à me comprendre. Je ne vous demande pas grand-chose, juste un peu de votre temps. Ces phrases fonctionnent comme des leviers. Elles n'obligent pas, mais elles culpabilisent. Elles n'exigent rien, mais elles suggèrent que si vous ne cédez pas, vous êtes peu, être moins humain que vous ne le pensez. Mais ce que vous devez vous demander maintenant, c'est pourquoi cette vulnérabilité n'apparaît-elle que lorsque je suis fort? Pourquoi cette demande d'aide arrive-t-elle au moment précis où je me reconstruis? Pourquoi cette douleur n'est-elle partagée qu'avec moi et pas avec d'autres personnes de son entourage? La réponse se trouve dans l'ingénierie émotionnelle du narcissique. Selon Jung, le narcissique tient un inventaire psychique détaillé de vos vulnérabilités. Il sait ce qui vous fait hésiter. Il sait ce qui vous fait honte. Il sait quel épisode de votre enfance vous a poussé à promettre que vous ne laisseriez jamais personne dans le besoin, et il s'en sert, de manière calculée, avec précision et discrétion. Il n'a pas besoin de crier, il n'a pas besoin de convaincre, il lui suffit de semer le doute, et le doute, pour ceux qui portent le poids de l'empathie, est corrosif. Vous commencez à remettre en question vos décisions, à vous demander si vous n'avez pas été trop dur, à vous souvenir des rares moments où il a été gentil, même si ces souvenirs sont encadrés par des épisodes douloureux. Et sans vous en rendre compte, vous commencez à revenir. Pas physiquement, mais émotionnellement. Et le retour émotionnel est plus dangereux que le retour physique, car il rouvre des canaux subtils, conversations sporadiques, vérifications sur les réseaux sociaux, ce message auquel vous répondez tard le soir, de petits pactes inconscients qui créent l'illusion d'une reconnexion, mais qui ne sont en réalité que des filets lancés pour vous capturer à nouveau. Carl Jung appelait cela la régression relationnelle par empathie inversée. Vous ne revenez pas parce que vous le voulez. Vous revenez parce que vous avez été conditionné à croire que vous ne pouvez pas voir quelqu'un souffrir sans rien faire. Mais maintenant vous savez. Vous savez qu'aider quelqu'un ne peut pas vous coûter votre santé mentale. Vous savez que la présence forcée au nom de la culpabilité est de l'abandon de soi. Vous savez que toutes les demandes d'aide ne sont pas des invitations à créer un lien. Parfois, ce n'est qu'un piège de plus. Et surtout, vous savez que le véritable amour n'apparaît pas seulement lorsque vous êtes entier, il reste même lorsque vous vous effondrez. Alors, la prochaine fois qu'un message arrivera au moment précis où votre vie semble être sur les rails, arrêtez-vous, respirez et demandez-vous pourquoi maintenant, car peut être que la question la plus importante n'est pas a-t-il besoin de moi, mais plutôt que doit-il sacrifier en moi pour que je revienne? Et vous, avez-vous déjà vécu cela? Si vous vous sentez à l'aise, partagez votre histoire dans les commentaires. Parfois, le simple fait d'écrire est une façon de dire au monde et à soi-même que l'on n'est plus disposé à répéter les mêmes cycles, car une nouvelle version de vous-même est en train de naître. Une version qui aide, certes, mais qui ne s'abandonne pas. Une version qui se soucie des autres, mais avec des limites. Une version qui a appris que faire preuve de compassion ne signifie pas se laisser blesser chaque fois que quelqu'un dit qu'il souffre. Cette version mérite d'exister. Le plus grand conflit de ceux qui rompent avec un narcissique n'est peut être pas externe, mais interne. Ce n'est pas le silence qui fait le plus mal, c'est le bruit des doutes. Vous vous demandez si vous exagérez,
si vous êtes trop froid, si vous êtes en train de devenir ce que vous avez juré de ne jamais être indifférent, mais ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la conscience de soi. Et aujourd'hui, après tout ce que vous avez traversé, des critiques déguisées en conseils, des compliments pleins d'intentions, des promesses qui s'accompagnaient toujours d'une facture émotionnelle cachée, vous êtes être prêt à entendre ce que Carl Jung a dit avec une clarté brutale. Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Et devenir qui vous êtes vraiment va offenser beaucoup de personnes qui tiraient profit de qui vous étiez avant. Au cours de ce cheminement, vous avez découvert que le narcissique ne se bat pas pour l'amour, il se bat pour la domination. Et cette domination ne se manifeste plus sous forme de cris, de chantage ou de jalousie déclarée. Elle se manifeste par des codes subtils, la nostalgie délibérément entretenue, la vulnérabilité temporaire, la crise qui survient au moment où vous recommencez à sourire. Tout est minutieusement chronométré. Tout est conçu pour provoquer une seule chose, votre régression. Mais maintenant, le moment est venu de mettre un nom sur ce que vous avez ressenti et que vous n'avez jamais pu expliquer. Ce sentiment que, malgré toutes vos explications, vous n'étiez jamais compris. Cette fatigue, après une conversation où vous ne vous êtes théoriquement pas disputé avec quelqu'un, mais où vous êtes reparti avec le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Cette culpabilité qui apparaissait chaque fois que vous vous éloigniez, même en sachant que c'était la bonne chose à faire. Rien de tout cela n'était une coïncidence. C'était une structure, c'était une stratégie. Jung observait que le psychisme narcissique fonctionne à partir d'un vide intérieur, une absence d'identité réelle remplacée par des masques et des reflets étrangers. Lorsque le narcissique rencontre quelqu'un d'empathique, d'intègre, en quête de sens, il ne voit pas un être humain, il voit un miroir, et il utilise ce miroir pour projeter tout ce qu'il ne supporte pas de reconnaître en lui-même. C'est pourquoi, plus vous grandissez, plus vous l'irritez, parce que votre croissance dénonce son rétrécissement volontaire. Votre liberté révèle à quel point il est encore prisonnier, et votre force expose la faiblesse qu'il a appris à maquiller, mais jamais à guérir. Et voici le grand paradoxe. Plus il essaie de vous contrôler, plus ce qui le hante vraiment, c'est le fait que, au fond, il vous admire. Oui, il admire. Pas de la manière belle et saine que l'on attendrait, mais d'une manière tordue, malsaine et silencieuse. Le narcissique vous attaque parce qu'il envie votre lumière, parce qu'il voit en vous ce qu'il a abandonné en lui-même. Mais au lieu de s'en inspirer, il essaie de détruire, parce qu'il est plus facile d'éteindre le phare que d'apprendre à allumer son propre feu. C'est la vérité que vous avez être déjà ressentie dans votre corps, mais que vous n'avez jamais pu exprimer avec des mots ce qu'il déteste chez vous. C'est ce qu'il aurait voulu être. Et lorsque cela ne fonctionne pas, lorsque même la destruction émotionnelle ne vous fait pas revenir, il tente de vous voler votre force d'une autre manière, en demandant, en suppliant, en manipulant, en disant qu'il a besoin d'aide, mais pas n'importe quelle aide. Il veut la partie la plus précieuse de vous-même. Il veut cette limite que vous avez mis des mois à construire. Il veut cette nouvelle estime de soi qui est encore en train de se solidifier. Il veut votre attention, votre temps, votre énergie, juste au moment où vous êtes sur le point de les utiliser pour vous-même. Et c'est là que tout se révèle. Car la grande question n'a jamais été « est-ce qu'il m'aime ?» La vraie question est « pourquoi est-ce que je continue à me laisser revenir là où je n'existe que lorsque je me perds ?» La réponse est dure, mais nécessaire, car vous avez été conditionné par la culture, par votre famille, peu,
être par votre enfance, à confondre l'amour avec l'effort, l'attention avec le sacrifice, la compassion avec le déni de soi. Mais cela s'arrête ici. Vous n'avez plus à payer le prix de votre intégrité. Vous n'avez pas besoin de souffrir pour être bon. Vous n'avez pas besoin de vous cacher pour être accepté. Vous pouvez être fort sans être puni. Vous pouvez être clair sans être jugé. Vous pouvez être libre, même si cela amène certains à dire que vous êtes devenu difficile, distant, égoïste. Ces mots ne vous définissent pas. Ils ne font que révéler ceux qui tiraient profit de votre confusion. Et si, jusqu'à aujourd'hui, vous avez senti que vous aviez besoin d'une permission pour briser ce cycle, alors la voici. Vous avez le droit de ne pas revenir. Vous avez le droit de ne pas répondre. Vous avez le droit de ne pas répondre à la prochaine crise provoquée. Vous avez le droit de ne plus porter le poids de quelqu'un d'autre sur vos épaules, en particulier de ceux qui utilisaient le poids de leur propre douleur comme excuse pour écraser la vôtre. La question n'est plus « que va-t-il faire si je ne l'aide pas ?» La question est « qui pouvez-vous devenir si, pour la première fois, vous décidez de vous choisir jusqu'au bout ?» Car toutes les connaissances que nous avons acquises jusqu'ici ne servent pas seulement à comprendre le narcissique, elles servent à vous libérer. Et cette libération commence par l'action. C'est pourquoi, dans la prochaine étape, je vais vous présenter un plan pratique et personnel, fondé non pas sur la théorie, mais sur la conscience appliquée, afin que vous puissiez transformer tout cela en choix réels, cohérents et libérateurs. Et surtout, pour que vous n'ayez plus jamais à négocier votre paix en échange d'une connexion qui vous coûte votre âme. À un certain moment du parcours, vous comprenez qu'il ne suffit pas de savoir. Savoir libère, certes, mais sans action, le savoir devient une prison, une accumulation de conscience qui fait mal, car elle montre tout ce que vous avez déjà compris, mais que vous n'avez pas encore réussi à changer. Carl Jung disait que la transformation ne se produit pas au niveau de la pensée, mais lorsqu'enfin ce que nous pensons, ressentons et faisons s'aligne. C'est peu être pour cela que, même après avoir compris toute la logique du narcissisme, beaucoup y reviennent. Non par ignorance, mais parce que savoir n'est pas la même chose que réussir. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons au-delà de la connaissance. Nous allons parler de pratique, de reconstruction, d'un chemin possible pour que tout ce que vous avez appris jusqu'à présent fasse partie de qui vous êtes et pas seulement de ce que vous comprenez. Ce que vous allez voir maintenant n'est pas un rituel magique ni un protocole rigide. C'est un plan émotionnel, stratégique et profondément humain. Une invitation à traduire votre prise de conscience en décision. Allons-y. Étape 1. Cessez de justifier votre douleur. Vous n'avez plus besoin d'expliquer pourquoi vous vous êtes éloigné, pourquoi vous avez coupé les ponts, pourquoi vous semblez différent. Ceux qui veulent comprendre, comprendront. Et ceux qui ne veulent pas, essaient simplement de vous ramener à un endroit où vous n'avez plus votre place. Cessez de passer vos souvenirs au crible, à la recherche de preuves que vous avez été maltraité, manipulé, utilisé. Si vous l'avez ressenti, c'était réel. Votre corps le sait, votre âme le sait, et cela suffit. Écrivez, si nécessaire, « Je ne dois rien à ceux qui ont détruit ma paix ». Lisez cette phrase jusqu'à ce qu'elle devienne un point d'ancrage. Étape 2. Créez un code d'intégrité personnelle. Prenez une feuille de papier. Écrivez 5 choses sur lesquelles vous ne transigerez plus. Cela peut être: je ne réponds plus aux messages en dehors des heures de travail. Je n'accepte pas les ironies déguisées en humour. Je ne m'explique pas quand je sais ce que je ressens. Écrivez cela comme un pacte avec vous-même. Ce code est le rempart émotionnel qui vous empêchera de rechuter.
Chaque fois que vous serez tenté de céder, revenez à cette feuille, lisez-la, respirez, réaffirmez-vous, vous ne vous isolez pas, vous vous protégez. C'est de l'amour propre en pratique. Étape 3. Créez un rituel pour vous recentrer. La manipulation émotionnelle dérégule notre système nerveux. Elle nous fait vivre en état d'alerte. C'est pourquoi, chaque fois que vous ressentez de la culpabilité, de la peur, de l'anxiété ou du doute, ayez un rituel qui vous ramène à vous-même. Cela peut être de vous allonger sur le sol, les yeux fermés, pendant 3 minutes. Cela peut être d'écrire 3 vérités que vous connaissez sur ce que vous avez vécu. Cela peut être de marcher en silence, sans téléphone portable, sans musique, avec seulement le son de votre propre corps. Mais cela doit exister, car sans rituel de retour, l'esprit revient à ce qu'il connaît. Le cycle. Étape 4. Créez votre réseau de lucidité. Personne ne peut y arriver seul. Créez un réseau, même s'il ne s'agit que d'une seule personne, à qui vous pouvez dire « Aujourd'hui, je suis sur le point d'y arriver ». Quelqu'un qui ne vous juge pas, qui ne minimise pas, qui se contente de dire « Respirez, vous êtes déjà sorti de là ». Cela peut être un ami, cela peut être quelqu'un que vous avez rencontré en ligne, cela peut être un commentaire anonyme sur cette vidéo. Mais choisissez quelqu'un. Et si vous n'avez encore personne, écoutez-moi, vous pouvez encore être cette personne pour vous-même. Parlez à voix haute avec vous-même. Enregistrez des messages audio, écrivez des lettres, gardez votre conscience visible. Étape 5. Honorez votre version passée. Ne vous détestez pas pour avoir laissé faire autant, pour être revenu autant de fois, pour avoir fait confiance, vous être donné, vous être annulé. Cette version de vous-même n'était pas faible. Elle faisait de son mieux, avec les ressources dont elle disposait. Honorez-la, remerciez-la. Dites-vous, merci d'avoir supporté ce que je n'accepte plus aujourd'hui. C'est un acte de réconciliation avec votre histoire. Étape 6. Faites ce choix chaque jour. La guérison ne se fait pas en un instant. Elle se fait progressivement au fil du temps. Chaque jour, au réveil, vous aurez un choix à faire. Vous mettre en premier ou répéter le cycle. Ne vous exigez pas la perfection. Exigez-vous d'être présent. Regardez-vous dans le miroir. Respirez profondément et dites « Aujourd'hui, je choisis de ne plus me perdre, même si c'est difficile, même si vous vous sentez seul, même si personne ne le reconnaît. » Car ce choix silencieux est la racine d'une nouvelle vie. Une vie où vous ne négociez plus votre essence pour être accepté, où vous n'avez plus besoin des applaudissements de ceux qui ne vous applaudissaient que lorsque vous étiez à genoux, où vous apprenez que la paix est plus importante que la compagnie, et où, enfin, vous retrouvez quelque chose que le narcissique ne pourra jamais toucher, votre dignité. Carl Jung a dit, « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille, et vous, vous vous êtes réveillé. Maintenant, transformez ce réveil en chemin. Si cette vidéo vous a touché, vous a réveillé, ou vous a simplement donné les mots pour exprimer ce que vous avez toujours ressenti, je vous invite à laisser un commentaire, même anonyme, pour partager votre histoire, une phrase, une douleur ou une décision. Cela pourrait être votre premier pas. Et si vous souhaitez poursuivre ce voyage, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et activez la cloche. Ici, la conscience ne crie pas, elle murmure. Mais elle transforme. Et la transformation a déjà commencé.